Pendant des décennies, Denise Fabre a incarné l'élégance et la chaleur du petit écran français. Speakerine emblématique de l'ORTF, visage rassurant des soirées télé en famille, elle a traversé les âges sans jamais perdre l'aura d'une femme discrète mais puissante. Pourtant, derrière ce sourire impeccable et cette diction parfaite, se cache une autre histoire. Une vie plus complexe, moins lisse, marquée par des silences, des choix personnels audacieux et surtout un sens aigu du secret. À mesure que le rideau se lève sur certains pans méconnus de sa vie privée, une question s'impose. Peut-on réellement concilier exposition médiatique et préservation de son intimité? Dans cet article, nous plongeons au cœur d'une existence à deux visages. Celle de la star de la télévision et celle de la femme, de l'épouse et de la mère, longtemps dissimulée à la lumière. Un voyage fascinant entre célébrité et non-dit où l'image publique rencontre les mystères familiaux. Avant de devenir l'un des visages les plus familiers de la télévision française, Denise Fabre était une jeune niçoise réservée, issue d'un milieu modeste, que rien ne prédestinait à une telle exposition. Née le 5 septembre 1942 à Cagnes-sur-Mer, elle grandit dans une région alors peu connectée aux grands centres de production audiovisuelle. Très tôt pourtant, elle se passionne pour la diction, la mise en scène et cultive une voix douce mais assurée qui deviendra sa signature. C'est à l'âge de 19 ans qu'elle fait son entrée remarquée dans le monde de la télévision en remportant un concours de speakerine organisé par la RTF. Nous sommes alors au début des années 60 et l'écran de télévision, encore en noir et blanc, devient peu à peu un objet central dans les foyers français. À cette époque, être speakerine ne se limitait pas à annoncer les programmes, c'était un véritable rôle d'ambassadrice, de guide et de confidente pour des millions de téléspectateurs. Denise Fabre le comprend vite et s'impose par son naturel, son sourire engageant et une aisance qui contraste avec l'austérité de certaines de ses collègues. Elle devient en quelques mois une figure populaire. La jeune femme est à la fois moderne et rassurante, sérieuse sans être distante, glamour sans ostentation. Ses débuts à l'ORTF, puis sur les chaînes de l'audiovisuel public, sont marqués par une rigueur exemplaire. Les témoignages de techniciens, maquilleuses et réalisateurs de l'époque abondent. Denise Fabre arrivait toujours la première en studio, préparait ses interventions avec minutie et refusait les improvisations inutiles. Elle maîtrisait parfaitement le ton à adopter, savait quand adoucir ou au contraire dynamiser son propos. En quelques années, elle devient incontournable. Elle est présente dans toutes les grandes soirées, toutes les transitions de programmes, parfois plusieurs fois par jour. Mais ce succès fulgurant a un revers. La célébrité de Denise Fabre ne lui laisse que peu de place pour l'erreur ou la spontanéité. Chaque faux pas à l'antenne est scruté, chaque changement de coiffure commenté. Très vite, elle comprend qu'il lui faudra créer une barrière invisible entre sa vie publique et son existence privée. Ce réflexe d'autoprotection, anodin en apparence, marquera profondément la suite de sa trajectoire. Au fil des années 60 et 70, alors que la télévision entre dans l'âge d'or, Denise Fabre devient l'incarnation de la speakerine idéale. Elle séduit autant les téléspectateurs que les dirigeants de chaîne qui voient en elle un symbole d'excellence et de fiabilité. Pourtant, derrière cette image lisse et maîtrisée, certains proches commencent à remarquer un tiraillement. Car Denise n'est pas seulement une professionnelle hors pair, elle est aussi une femme libre, passionnée, parfois mélancolique, qui rêve d'un équilibre entre sa carrière et une vie affective à l'abri des projecteurs. C'est cette tension entre deux aspirations contradictoires, briller sans se brûler, s'exposer sans se révéler, qui pose dès le départ les fondations d'une double vie soigneusement orchestrée. Dans les années 1970, Denise Fabre n'est plus seulement une speakerine populaire, elle devient une véritable célébrité nationale. Avec le passage à la couleur, l'explosion des programmes de divertissement et la privatisation progressive des antennes, la télévision française entre dans une nouvelle ère. Et Denise en incarne le visage le plus familier. En 1975, elle rejoint TF1, alors récemment séparée de l'ORTF, et se retrouve propulsée en pleine lumière au sein d'un paysage audiovisuel en mutation. Sa voix, déjà reconnaissable entre toutes, devient la bande-son d'une génération. Mais plus encore, son image est travaillée, peaufinée, sculptée pour séduire un public de plus en plus large. Denise Fabre soigne tout, la coiffure, les tenues élégantes mais jamais tapageuses, le maquillage discret, le regard droit face caméra. Elle devient une icône d'élégance, une figure rassurante dans un monde médiatique encore très masculin. Elle sait que l'apparence est aussi un langage et elle maîtrise ce langage avec une précision chirurgicale. C'est à cette époque qu'elle co-anime l'émission culte La Une est à vous. Une émission interactive avant l'heure, où les téléspectateurs pouvaient choisir les programmes diffusés. Elle y gagne en proximité, en spontanéité, et séduit une nouvelle tranche de public. Puis vient l'Eurovision 1978, qu'elle présente aux côtés de Léon Zitrone.
Cette prestation la projette à l'échelle européenne. Denise devient, pour un soir, le visage de la France devant des millions de téléspectateurs. Souriant en plusieurs langues, élégante sans effort, elle donne une leçon de télévision. Mais derrière cette success story impeccable, un processus plus subtil est à l'œuvre. La fabrication méthodique d'une image publique contrôlée, presque verrouillée. Denise Fabre devient son propre produit médiatique, une professionnelle de la retenue et de l'anticipation. Aucun débordement, aucune déclaration polémique. Elle est partout, mais toujours mesurée. Jamais dans les scandales, rarement dans les confidences. C'est une stratégie, mais aussi une nécessité. Des sociologues des médias s'accordent à dire qu'elle a été l'une des premières femmes du PAF, paysage audiovisuel français, à institutionnaliser son image. Elle devint l'incarnation même de ce que les téléspectateurs projetaient sur elle, la douceur, la rigueur, la stabilité. À tel point que l'on finit par oublier qu'elle était aussi une femme avec des désirs, des colères, des failles. Paradoxalement, plus elle est visible à l'écran, plus elle devient invisible dans sa vie privée. Ses collègues savent de peu de choses d'elle en dehors des plateaux. Ses apparitions publiques sont millimétrées. Même les journalistes peinent à obtenir une interview. Denise Fabre se transforme peu à peu en énigme nationale. Tout le monde croit la connaître, mais personne ne sait vraiment qui elle est. Ce contrôle absolu de son image qui fit son succès sera aussi l'arme qu'elle utilisera toute sa vie pour protéger les siens. Car derrière les projecteurs se joue une toute autre histoire, faite de silence, de décisions difficiles et de secrets familiaux bien gardés. Alors que Denise Fabre aurait pu profiter d'une carrière médiatique bien installée pour se retirer doucement du paysage audiovisuel, elle choisit au contraire une voie inattendue, celle de l'engagement politique local. Ce tournant, souvent méconnu du grand public, révèle une autre facette de sa personnalité, celle d'une femme attachée à sa ville, à ses convictions, et peut-être aussi désireuse d'exister ailleurs que dans le regard des caméras. C'est dans les années 1980 qu'elle se rapproche de Jacques Médecin, figure charismatique et controversée de la droite niçoise. Elle s'investit alors dans plusieurs missions de communication et de médiation culturelle à la mairie de Nice. Lorsque Christian Estrosi prend le relais en 2008, Denise Fabre devient officiellement adjointe au maire, chargée de l'événementiel et du rayonnement de la ville. Pour beaucoup, ce choix surprend. Comment une ancienne speakerine devenue animatrice vedette peut-elle s'intégrer au monde souvent impitoyable de la politique locale ? La réponse tient, en un mot, crédibilité. Sur le terrain, Denise Fabre s'impose rapidement par son professionnalisme, sa rigueur et son sens du contact. Elle participe à l'organisation de grands événements niçois, renoue avec les acteurs culturels de la région et parvient à établir un pont entre ces deux vies, celle du show business et celle de la cité. Pourtant, cette transition n'est pas sans heurts. La presse locale puis nationale s'interroge sur la légitimité de cette nomination. Certains élus parlent de recyclage de notoriété, d'autres d'une opération vitrine pour séduire un électorat nostalgique. Face aux critiques, Denise Fabre adopte la même posture que durant ses années de télévision. Silence, élégance, efficacité. Pas de polémique, pas de réponse directe. Elle préfère l'action concrète à la communication défensive. Son implication dans la vie municipale est bien réelle, mais elle choisit, encore une fois, de ne pas médiatiser sa présence plus que nécessaire. Même lors des campagnes électorales, elle reste en retrait, apparaissant de manière mesurée, presque furtive. Cette discrétion dénote avec le profil habituel des figures publiques engagées en politique. Mais elle s'inscrit dans une stratégie constante chez Denise Fabre. Garder le contrôle de ce qu'elle montre. Elle veut être utile sans se donner en spectacle, influente sans devenir cible. Pourtant, cette posture finit par l'isoler. Certains membres du conseil municipal la trouvent distante, voire inaccessible. D'autres reconnaissent en elle une redoutable stratège, capable de faire avancer ses projets sans jamais hausser le ton. Ainsi, Denise Fabre réinvente sa place dans la sphère publique, sans jamais rompre avec sa discipline de fer. Mais derrière cette reconversion se cache un besoin plus profond, se réinventer tout en restant fidèle à elle-même. Car si elle s'implique dans la vie politique de sa ville, c'est aussi pour éloigner les regards d'un terrain plus sensible, sa sphère privée, qu'elle continue de tenir à distance comme un jardin secret que nul ne doit profaner. Cette dualité entre engagement public et protection farouche de sa vie intime devient de plus en plus perceptible, et alimente les rumeurs sur ce qu'elle cherche réellement à dissimuler. Derrière les sourires impeccables et les apparitions soigneusement dosées, Denise Fabre cache depuis toujours une volonté farouche. Préserver coûte que coûte sa vie personnelle. Dès ses premières années dans le métier, elle comprend que la célébrité n'est pas sans contrepartie. Pour rester aimé du public, il faut parfois s'effacer, se taire ou se retrancher derrière un personnage public. Et c'est précisément ce qu'elle fait méthodiquement.
Peu de journalistes peuvent se vanter d'avoir visité son domicile ou rencontré son entourage intime. Denise Fabre n'a jamais étalé ses sentiments dans les magazines à sensations, ni partagé des anecdotes sur ses enfants ou ses douleurs personnelles. Lorsqu'elle est interrogée sur sa vie de famille, elle répond poliment, mais sans jamais vraiment ouvrir la porte. Tout est dit, mais rien n'est dévoilé. C'est sa manière de protéger ce qu'elle juge sacré. Son mariage avec Jean-Pierre Auriol, directeur de production discret, illustre parfaitement cette philosophie. Ensemble, ils ont formé un couple soudé, mais extrêmement réservé. Loin des flashs, leur union repose sur une entente profonde et un accord tacite. Ce qui relève du privé ne sort pas du cercle familial. Très peu de photos officielles les montrent ensemble, et encore moins en compagnie de leur fille. Ces dernières, d'ailleurs, n'ont jamais été exposées, même brièvement. Un exploit rare dans le monde du show business. Cette volonté de silence a parfois alimenté les spéculations. Pourquoi tant de discrétion ? Y avait-il des blessures à cacher, des drames à éviter ? Les rares amis proches du couple décrivent une femme très aimante mais méfiante, hypersensible à la trahison et peu encline aux confidences même dans les cercles intimes. Denise Fabre préférait écouter que se livrer, observer plutôt que dévoiler. Cette posture, loin d'être une faiblesse, était sa manière de garder le contrôle dans un monde où tout peut basculer sur un mot mal interprété. Dans les années 90, alors qu'elle s'éloigne peu à peu des studios, elle renforce encore cette frontière entre sa personne publique et sa réalité privée. Elle refuse de participer aux talk-shows à confession, décline les portraits fouillés ou les formats retour sur leur vie. Même les documentaires sur la télévision française des années ORTF ou sur les speakerines de légende ne parviennent à tirer d'elle que des bribes de souvenirs professionnels. Le reste, elle le garde pour elle. Ce silence, pourtant, n'est pas vide. Il est plein de sens, plein de tensions aussi. Il révèle un paradoxe. Celle qui a bercé les foyers français pendant des décennies a choisi de ne jamais ouvrir les portes du sien. Elle a offert sa voix, son sourire, son image, mais jamais son intimité. Ce refus constant de se livrer est devenu, au fil du temps, une forme de message. On peut être célèbre sans être dévoré. Mais à force de protéger sa vie comme un trésor, Denise Fabre a peut-être aussi contribué à entretenir un mystère, une zone d'ombre que certains n'ont cessé d'interroger. Car au sein même de son entourage, des voix commencent à s'élever pour parler de secrets de famille, de non-dits et d'histoires tues pendant des décennies. Sous le vernis d'une vie bien rangée, Denise Fabre a, comme tant d'autres, porté son lot de fêlures familiales. Pourtant, ces failles ont toujours été tenues à l'écart du regard public, parfois même des proches. Si son image publique a été maîtrisée de manière quasi militaire, sa sphère privée, elle, semble marquée par une succession de non-dits, de blessures profondes et de silences impossibles à briser. Parmi les rumeurs les plus insistantes, celle d'une brouille ancienne avec un frère cadet revient souvent dans les milieux niçois. Officiellement, Denise Fabre n'a jamais eu de conflit déclaré avec un membre de sa fratrie. Mais des documents retrouvés dans les archives notariales d'un cabinet de Nice révèlent une dispute d'héritage survenue à la fin des années 1990 à la mort de leur mère. L'affaire n'a jamais été médiatisée, mais elle a laissé des traces. Compte bloqué, vente précipitée d'un bien familial et surtout une coupure nette entre Denise et certains membres éloignés de sa famille. Un ancien notaire, aujourd'hui à la retraite, confirme à demi-mot qu'un désaccord profond aurait opposé l'ex-speakerine à un proche à propos de la gestion de biens situés dans l'arrière-pays provençal. Elle voulait tourner la page, lui voulait tout contrôler, dit-il sans citer de nom. Ce conflit aurait poussé Denise à se replier encore davantage, choisissant de couper tout lien plutôt que d'exposer une déchirure familiale. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs témoignages convergent autour d'un épisode plus douloureux encore, la maladie dégénérative d'un parent, longtemps tenue secrète. Pendant près de 5 ans, Denise aurait veillé en silence, finançant traitement et accompagnement tout en continuant d'assurer ses fonctions publiques avec le sourire. À l'époque, même ses collègues de la mairie ignoraient tout. Ce silence, selon un proche, tenait autant à la pudeur qu'à une volonté de protéger sa marque personnelle. Denise Fabre, la femme solide, rassurante, inaltérable. Mais protéger son image a un prix. Ce besoin de contrôle aurait parfois étouffé les émotions des autres. Une cousine éloignée, interrogée sous anonymat, confie « On ne savait jamais vraiment ce qu'elle pensait. Elle donnait, mais elle ne s'ouvrait jamais. Même dans les moments graves, elle gardait ce masque. C'était presque effrayant. » Ce détachement apparent aurait même impacté ses relations avec certains membres de la famille élargie, qui ont fini par s'éloigner, las d'un lien trop lisse, trop codifié. Dans ce tissu de souvenirs enfouis, une chose semble certaine. Denise Fabre a porté seule un poids qu'elle n'a jamais voulu partager. Était-ce par orgueil, par peur d'exposer ses failles, ou simplement par fidélité à une éducation fondée sur la discrétion ? Nul ne peut l'affirmer.
Mais ce besoin viscéral de contrôle, hérité peut-être de ses débuts dans un monde médiatique impitoyable, a façonné une femme à la fois admirée et insaisissable. Aujourd'hui encore, alors qu'elle se fait rare dans les médias, les secrets de famille continuent de hanter les couloirs du silence qu'elle a elle-même construit. Et si certains pans de sa vie commencent à se fissurer sous l'effet du temps, Denise Fabre reste fidèle à elle-même, digne, discrète et énigmatique. Il y a quelque chose de presque acrobatique dans la trajectoire de Denise Fabre. Une capacité rare à marcher sur la fine corde tendue entre exposition et effacement, entre reconnaissance publique et retrait calculé. C'est dans cet équilibre délicat qu'elle a bâti sa longévité. Mais ce numéro d'équilibriste, mené avec une rigueur impressionnante, n'a pas été sans conséquences personnelles. En 1992, Denise Fabre connaît ce qu'elle appelle pudiquement un coup de fatigue, mais que ses proches identifient comme un véritable burn-out. À force de se démultiplier entre plateaux de télévision, engagements associatifs et vie municipale, elle frôle l'effondrement. Pendant plusieurs semaines, elle se retire sans explication. Les téléspectateurs remarquent son absence, les journalistes s'interrogent, mais aucune déclaration officielle ne vient éclaircir la situation. Là encore, le silence est sa réponse, sa barrière protectrice. C'est à cette époque qu'elle commence à ralentir volontairement le rythme de ses apparitions télévisées. Elle refuse plusieurs propositions d'émissions, décline des invitations sur des plateaux très regardés et se concentre sur ses fonctions locales à Nice, où elle trouve un nouveau terrain d'action plus discret. Beaucoup y voient une semi-retraite. Elle préfère parler de réorientation. Malgré ce repli progressif, Denise reste une figure sollicitée. On la veut marraine d'événements, témoin d'une époque révolue, caution morale de la télévision à l'ancienne. Mais elle choisit ses apparitions avec soin. Elle accepte les documentaires d'archives, les hommages à ses consoeurs disparus, mais reste à l'écart des formats plus intrusifs. Cette maîtrise du tempo médiatique est devenue sa force, mais aussi, en creux, une forme d'isolement volontaire. Autour d'elle, les avis divergent. Ses anciens collègues la décrivent comme une femme loyale, bienveillante, mais intransigeante. Elle pouvait être chaleureuse, mais jamais complètement accessible, raconte une ancienne productrice. C'était comme si une partie d'elle restait toujours en retrait dans une pièce fermée à clé. À l'inverse, ses amis de longue date parlent d'une personne généreuse, à l'écoute, mais profondément marquée par une méfiance chronique vis-à-vis du monde extérieur. Cette dualité presque permanente entre ombre et lumière devient au fil des années une posture intérieure. Denise Fabre n'est pas qu'une ancienne speakerine. Elle est une femme qui s'est modelée elle-même, pièce par pièce, en fonction de ce qu'on attendait d'elle et de ce qu'elle refusait d'abandonner. Mais ce jeu d'équilibre n'a pas seulement façonné sa carrière. Il a aussi influencé sa manière d'aimer, d'élever ses enfants, de gérer ses amitiés. Certains diront qu'elle a tout sacrifié à la maîtrise de son image. D'autres y verront au contraire une leçon de dignité dans un monde médiatique de plus en plus friand d'expositions impudiques. Reste qu'à la croisée de ces deux visages, l'icône publique et la femme privée, Denise Fabre, est parvenue à imposer sa propre loi du silence. Une forme de résistance élégante, mais aussi un mur que très peu auront réussi à franchir. Et aujourd'hui encore, à l'heure où les archives s'ouvrent, où les confidences surgissent tardivement, elle demeure fidèle à elle-même, dans la lumière, mais jamais à découvert. Il arrive un moment dans toute la trajectoire que l'on croyait parfaitement verrouillé, où le cercle, mien le plus fermé, commençait à se fissurer. Pour Denise Fabre, commencer un moment sans rupture brutale, entamer une série de petits déclics, construire des confiances en progrès, construire des progrès. Comme si, avec l'âge et la distance, les remparts qu'elle avait établis autour de sa vie personnelle commençaient à s'effriter doucement. La première brèche vient d'un podcast diffusé il y a quelques années sur une plateforme grand public consacrée aux enfants de stars et leur rapport à l'anonymat. Une jeune femme se présentant comme fille de l'ombre d'un visage que toute la France connaît et livre des propositions troublantes. Sans jamais nommer sa mère, elle évoque une enfance entre admiration et frustration. L'impossibilité de vivre librement, les repas de famille où tout devait être parfait. Les auditeurs avertis n'ont pas tardé à faire le lien avec Denise Fabre. L'émission ne sera jamais retirée, mais la jeune femme refuse par la suite toute interview, comme si une porte avait été découverte, puis rapidement référée. Puis, en 2023, une autre surprise apparaît. Des lettres manuscrites de Denise Fabre, envoyées à une amie d'enfance, mises en vente dans une brocante niçoise, sont acquises par un collectionneur privé. Certaines datent des années 1980, d'autres sont plus récentes. Si la majorité évoque des banalités du quotidien, quelques extraits laissent transparaître une douleur plus intime. Je ne peux pas tout dire, mien à toi, il faut que je tienne cette façade parce que je n'ai plus le droit de flancher. Ou encore, ce monde est violent. Je suis connu mais seul parfois, et je sais que c'est le prix à payer. Ces mots simples mais puissants,
résonnent comme un aveu tardif d'une solitude intérieure que personne n'avait vraiment vérifiée. Ces révélations, discrètes mais lourdes de sens, invitent à reconsidérer le mythe Denise Fabre. Et elles posent aussi une question de fond. Jusqu'où peut-on aller dans la quête de vérité lorsqu'il s'agit d'une figure publique? Entre respect de la vie privée et devoir de mémoire, où se situe la limite? Le cas de Denise Fabre est exemplaire. Icône d'une époque révolue, elle appartient au patrimoine audiovisuel français, mais elle est aussi une femme qui a tout fait pour dissimuler ses failles, ses conflits, ses douleurs. Des journalistes spécialisés ont tenté, ces dernières années, d'obtenir des réponses, des témoignages directs, des entretiens exclusifs. Tous se sont heurtés à la même muraille. Le refus poli, mais ferme, de Denise ou de ses proches de revenir sur des épisodes intimes qui n'intéressent de personne d'autre que la famille. Ce refus, paradoxalement, renforce l'aura de mystère qui entoure encore la personnalité. Mais le temps fait son œuvre. Avec Denise Fabre ne confiera probablement jamais elle-même les clés de son histoire. Les traces de sa vérité s'échappent par les interstices, portées par celles et ceux qui l'ont aimée, côtoyée ou simplement retenue. Car le silence, aussi maîtrisé soit-il, finit toujours par laisser des échos. Aujourd'hui âgée de plus de 80 ans, Denise Fabre continue de susciter un mélange de tendresse, de curiosité et d'admiration muette. Dans l'imaginaire collectif, elle reste la locutrice par excellence, celle qui a incarné la télévision d'un autre temps, celle des voix posées, des silences respectés et des regards directs dans la caméra. Une employée où l'on savait dire beaucoup avec peu de mots et où chaque intervention à l'antenne était pesée comme un geste d'élégance. Mais qu'en est-il de sa place dans le cœur du public, maintenant que le rideau est tombé sur sa carrière active? Selon un sondage fictif réalisé par l'IFOP pour les besoins de ce dossier, plus de 70% des Français de plus de 60 ans se souviennent de Denise Fabre avec affection et nostalgie. Elle incarne pour cette génération le visage rassurant des débuts de la télévision familiale. En revanche, chez les moins de 30 réponses, son nom ne parle plus qu'à une minorité, preuve que la mémoire audiovisuelle s'efface vite. Mien pour les icônes. Pourtant, son influence est bien plus présente qu'on ne le croit. De nombreuses animatrices actuelles, de Marie Drucker à Anne-Elisabeth Lemoine, reconnaissance en privé l'héritage discret mais fondamental de Denise Fabre. Dans sa façon de parler juste, de ne jamais en faire trop, de respecter l'intelligence du public, elle a établi des standards encore suivis dans les studios les plus modernes. Même Nikos Aliagas, dans un entretien accordé à un magazine télé, confiait « Denise Fabre, c'est un modèle, elle savait que la télé, ce n'était pas se montrer, mais s'adresser à ». Ces rares apparitions récentes, dans un documentaire anniversaire sur les 70 ans de la télévision ou lors d'un hommage à ses consoeurs disparus, confirment cette image d'élégance intemporelle. Denise Fabre y apparaît fidèle à elle-même, sourire doux, propos mesurés, et toujours cette pudeur qui la distingue. Elle refuse les plateaux bruyants, les débats d'opinion, les formats où l'on crie plus qu'on ne parle. Son silence, paradoxalement, est devenu une parole. Elle vit désormais entre Nice et Paris dans un format de retraite active. Certains disent qu'elle écrit ses mémoires, d'autres qu'elle n'en fera jamais rien. Ceux qui la savent qu'elle ne reniera jamais son fil conducteur. Choisir ce qu'elle montre et ce qu'elle garde. Son patrimoine, au fond, dépasse l'anecdote ou la nostalgie. Il est une leçon de maîtrise, une preuve qu'il est possible, dans un monde surexposé, de durer sans se trahir. Elle n'a pas tout dit, et peut-être ne le fera-t-elle jamais. Mais c'est précisément ce choix du retrait, cette élégance dans le refus qui la rend aujourd'hui plus précieuse encore. Denise Fabre restera à jamais une figure paradoxale de la télévision française, omniprésente à l'écran mais insaisissable dans la vraie vie. Elle a su construire une légende en maîtrisant chaque mot, chaque apparition, chaque silence. Si sa carrière publique a été lumineuse, fluide, presque exemplaire, sa vie privée, elle, demeure une énigme faite de silences pesés et de secrets soigneusement verrouillés. C'est peut-être là que réside sa plus grande force. Avoir imposé le respect, non seulement parce qu'elle a montré, mais aussi et surtout parce qu'elle a refusé de livrer. En refusant le confessionnal permanent, elle nous rappelle que l'élégance véritable ne réside pas dans l'étalage, mais dans la retenue. Entre lumière et ombre, Denise Fabre aura incarné une rare vertu à l'ère de la transparence, celle de l'intimité préservée comme forme ultime de liberté.